Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, nous passons la parole à l'honorable Président pour l'ouverture de la plénière. Merci, honorable. Honorable parlementaire, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de ces jours. Nous aborderons un point très important à l'ordre du jour. Nous commencerons par parler de la crise en RDC, les causes et les pistes de solutions. Et comme vous le savez, la République démocratique du Congo traverse une crise multidimensionnelle qui nécessite des solutions holistiques et radicales. Et nous avons à ce sujet un invité pas le moindre, c'est M. Thomas Wetchintambwe, qui est d'ailleurs auteur du livre « La quinine pour la refondation de la RDC », qui nous fait honneur de participer à cette plénière du Parlement des étudiants pour nous dire quelles sont les causes profondes de la crise que vit notre pays aujourd'hui et quelles sont pour lui les pistes de solutions à ces sujets. Après lui, nous échangerons avec M. Gladys Kingombe, qui est politologue et défenseur des droits de l'homme, sur les négociations à Doha, quelle place pour la justice transitionnelle. Après lui, nous échangerons avec M. Désiré Odimba, analyste politique, sur la déclaration de principe signée le 19 juillet dernier à Doha entre le gouvernement congolais et l'AFCM 23. Nous brosserons donc le contour de cette déclaration de principe qui prévisage donc dans quelques jours la signature de l'accord de paix entre le gouvernement congolais et le rebelle de l'AFCM 23. Sans plus tarder, nous allons commencer avec M. Thomas Wechi, à qui nous allons accorder 10 minutes pour nous dire quelles sont les causes de la crise congolaise, quelles sont les pistes de solutions. Et ce, c'est basant sur les livres que vous venez d'écrire, La quinine pour la refondation de la RDC. Est-ce que la RDC souffre d'une malaria qui nécessiterait une quinine? Pourquoi la quinine alors qu'on sait que c'est l'un des médocs les plus amers? Qu'est-ce qu'on peut retenir donc à la fois de solutions que vous proposez dans ces livres? Donc, vous avez la parole pour nous dire en quelques minutes votre allocution et ensuite interviendront les questions de parlementaires. Merci et félicitations, Monsieur Honorable Président, pour le travail que vous êtes en train de faire et mes chers parlementaires, les étudiants. C'est vraiment une plateforme de qualité. Vous allez être indulgent avec moi pour que je récupère ces quelques minutes. La crise en RDC, elle est profonde. Elle ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis 60 que la crise a commencé. Je fais une petite analyse, un petit bilan. 60, 65. Nous avons des sécessions, nous avons des rébellions. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. 65 à 1995, nous n'avons pas connu beaucoup de problèmes, sauf les deux guerres du Chaba, du Katanga. Mais il y a eu des problèmes d'authenticité et des arianisations qui ont complètement délabré notre paysage économique. De 1997 à 2001, nous avons eu l'AFDEL qui est venu avec des Rwandais. Le problème d'infiltration a commencé à ce niveau-là.
De 2001 à 2006, le président de l'époque s'est humilié pour faire 1+4. Il y a eu dialogue à Sun City et pendant les 4 années, il y avait une sorte de stabilité. De 2006 à 2018, nous avons la désarticulation de notre économie parce que les leaders de l'époque, c'était des hommes d'affaires. Ils se sont distribués des entreprises, des carrés miniers, et ils ont fait concurrence aux entreprises de l'État qui fonctionnaient très bien. Nous avons la Société nationale des chemins de fer qui est tombée parce qu'il y a eu la concurrence. Nous avons aussi l'ONATRA, la GECAMINE. Et aujourd'hui, nous pouvons parler vraiment de l'effondrement de notre pays. C'est pour cela que mon livre, en face de l'effondrement, il faut une refondation. Quels sont les signes de l'effondrement? D'abord, l'intangibilité de nos frontières était violée. Donc, nous ne sommes pas sécurisés dans notre pays. Nous avons l'économie qui est délabrée et les finances. Comme vous m'avez donné 10 minutes, en tout cas, je vais être très succinct. Nous avons l'administration qui est totalement corrompue. Des sociales, n'en parlons pas. Donc, les délabrements, les routes. Aujourd'hui, c'est la forêt qui a repris. Nous n'avons plus de routes, c'est-à-dire nous avons l'enclavement total du pays. Voilà les problèmes, la situation dans laquelle nous trouvons. Et je crois que dans mon livre, on évoque, on parle en long et en large. Quelle est la solution que nous pouvons donner à ce pays maintenant? Aujourd'hui, on ne peut pas parler seulement de la faute de tel, la faute de tel, c'est depuis 60. Les 10 minutes sont déjà là? Non. Ok, parce que vous avez tapé. Depuis 60, le roi Baudouin, dans son discours de l'indépendance, lorsqu'il nous a cédé l'indépendance, il nous a cédé notre pays, il nous a fait 3 avertissements. Le premier, c'est que vous n'êtes pas préparé pour gérer un grand pays comme celui-ci. Mais comme vous avez demandé une indépendance immédiate, eh bien, on vous l'accorde. Deuxième, c'est le tribalisme. 450 tribus. C'est-à-dire qu'ils savent, les Belges savaient ce qu'ils faisaient. Et troisième, c'est la convoitise de nos richesses. Et tout cela a fait que on a réfléchi, on a été inspiré, on connaît le problème du pays, parce que le problème du pays, le premier problème du pays, c'est l'immaturité, qui a continué depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Deuxième problème du pays, c'est le tribalisme, qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Et troisième problème du pays, c'est les convoitises de nos richesses. Et devant tout ce problème, lorsque j'écrivais le livre, j'ai constaté qu'il n'y a pas de vision depuis 60. Il n'y a pas de vision. La vocation de notre pays, elle est tridimensionnelle. Le pays est appelé à être un pays qui fournit la nourriture à toute l'Afrique, n'est-ce pas, un grenier de l'Afrique. Le pays est appelé à être un moteur de développement de l'Afrique. Le pays est appelé à être un oasis de paix. Mais parce qu'il n'y a pas de vision, comment vous allez faire pour devenir tout cela? C'est ainsi que nous avons écrit un livre, la quinine. Et quelle est cette quinine?
c'est que la RDC, c'est un patrimoine mondial. Au fait, la terre appartient à Dieu. Donc nous partons de là et nous défendons, nous montrons pourquoi la RDC est un patrimoine mondial. Tant que nous n'avons pas de vision, nous allons naviguer à vue. C'est ainsi que la Bible dit, en Proverbe chapitre 29, verset 18, « Un peuple sans vision, c'est un peuple qui marche sans frein, c'est-à-dire il navigue à vue. » Donc nous avons donné la première chose que nous n'avons pas constatée. Depuis 60, il n'y a pas de vision. Nous avons des projets de société qui sont pratiquement, qui se ressemblent, mais nous avons près de 800 partis politiques. Projet de société, c'est la démocratie, la social-démocratie. Presque partout, si vous allez à l'UDPS, si vous allez à chez Ensemble, si vous allez chez qui là, chez PPRD, c'est toujours les social-démocrates. Donc, mais quand vous regardez dans les projets de société, dans des programmes, il n'y a aucun programme qui a été accompli. Donc c'est ainsi que nous chutons pour montrer les solutions. La première solution que nous avons reprise dans notre livre, c'est la réconciliation tridimensionnelle. C'est-à-dire la réconciliation d'abord avec le Créateur, celui qui nous a donné cette terre, la réconciliation avec soi-même et la réconciliation avec son prochain. Deuxième solution, c'est la gouvernance. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance est tirée de la sagesse. C'est la sagesse qui est la source de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance est accompagnée de la gestion. Et nous avons dit, si nous avons un leadership christique, c'est-à-dire un leadership selon le modèle de Jésus, un leader doit être serviteur, un leader doit être berger, un leader doit être visionnaire, un leader doit être gestionnaire. Si nous avons ces quatre types de leaders, les leaders qui rassemblent ces quatre caractéristiques, nous pensons que le pays peut être bien gouverné. Troisième, c'est le parrainage. Et ça, c'est très important. Le parrainage. Dans notre... par là. Oui, je suis déjà vers la fin. Le parrainage, c'est inévitable. Les pays qui sont parrainés aujourd'hui, ils sont développés. Et ça, dans les questions, vous pouvez le poser. Nous avons proposé d'être parrainés par la Belgique et par l'Israël. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Et puis, dernière solution, c'est le changement de la Constitution. De passer de l'État fortement décentralisé à l'État fédéral. Voilà, Monsieur le Président, si vous avez des questions, j'ai été vraiment succinct pour pouvoir résumer le livre que vous avez entre vos mains. Merci beaucoup. Moi, je vais commencer par la première question. Vous allez vous asseoir après pour avoir les questions de parlementaires. Mais vous pouvez encore rester pour ma question, vous répondez direct. Vous dites qu'il faut qu'on construise une vision. Pardon? Vous dites dans votre livre qu'il y a manque de vision. Il nous faut construire une vision. Non, non, pas construire. Oui. Oui. La vision, c'est celle-là, la vision prophétique. La vision prophétique. Oui. Et vous chutez sur un leadership christique. Christique. Alors, dans un pays laïque, ouais. Dans un pays laïque, lorsque vous calquez la vision sur une prophétie, sachant qu'il y a ceux qui croient à la prophétie, ceux qui ne croient pas, et que vous fondez les leaderships sur le modèle du Christ, sachant qu'il y a les athées, qu'il y a le bouddhiste, qu'il y a le musulman, est-ce que vous n'avez pas résumé le tout de ce que représente le peuple congolais? Parce que là, vous ne serez que pour ceux qui sont chrétiens. Non. La spiritualité et la religion, c'est tout à fait différent. Vous comprenez? La spiritualité, ça englobe tout le monde. Lorsque je parle christique, eh bien, vous trouvez Bouddha au Japon. Hein, n'est-ce pas? Vous trouvez Bouddha. Vous trouvez dans les religions indiennes, vous trouvez les christiques. Les christiques, c'est pour cela que, bon, pour être beaucoup plus précis,
C'est pour cela que j'ai parlé de modèle selon le modèle de Jésus. Jésus-Christ, il est reconnu même par les religions bouddhistes comme un grand prophète du monde, n'est-ce pas? Parce qu'il était serviteur, il était berger, il était gestionnaire et il était visionnaire. Donc, christique, ça n'a rien à voir avec la religion. Les États-Unis aujourd'hui, c'est un État, on connaît que c'est un État laïque, les États-Unis. Mais ils prêtent serment devant la Bible, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est une croyance. Nous devons savoir qu'il y a beaucoup plus de croyants dans le monde que des athées. C'est ainsi que même quand vous allez au Japon, moi j'étais en Chine, au Singapour, vous trouvez Bouddha, hein, n'est-ce pas? Bouddha, c'est quelqu'un qui a impacté sa société, hein, n'est-ce pas? Donc la bonté, la générosité, l'humilité, toutes ces caractéristiques que vous le retrouvez dans toutes les sociétés du monde, n'est-ce pas? Donc ça n'a rien à voir avec la religion. La religion. Merci beaucoup, vous pouvez prendre place. Voilà l'honorable Blessing et l'honorable Aboubakar va se préparer pour vous adresser des questions en rapport avec votre livre et votre intervention. Honorable Blessing, vous avez la parole. Merci, honorable président. Honorable président, honorables membres du bureau, chers collègues, permettez-moi d'attirer notre attention sur un détail qui figure en couverture de l'ouvrage de notre invité d'honneur. Il s'agit de la carte de la République démocratique du Congo, qui y est représentée avec une subdivision de 12 provinces, alors que, sans doute comme tout le monde le sait, notre pays en compte aujourd'hui 26. Cette représentation suscite légitimement des interrogations. Je souhaiterais donc soumettre une question à notre invité d'honneur. Pourquoi ce choix d'une RDC à 12 provinces alors que nous en avons aujourd'hui 26? Quelle est la portée symbolique ou conceptuelle de cette carte? Et quelle signification particulière doit-on y attacher dans le cadre de votre ouvrage? Je dis honorable président. Merci honorable Blessing. Vous voudriez bien y répondre ou on prend la deuxième question? Honorable Aboubakar, vous avez la parole pour votre intervention. Honorable président, honorables membres du bureau, distingués invités, chers collègues, je vous salue. Merci. Je reviens à la question qui vient de poser l'honorable président. À la lumière de votre intervention, cher messieurs Tomaweti Tamboué, une interrogation me semble essentielle à être posée et entrer à l'une des solutions que vous avez proposées dans votre ouvrage. Parlons d'un leadership selon les modèles de Christ, alors que les pays est laïque. Le président vient de les soulever. Vous avez donné une explication qui ne semble pas nous satisfaire. Les pays est laïque. Le mieux à faire, selon moi, est d'utiliser un autre concept. Honorable président, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, honorable Aboubakar. Vous pouvez répondre à cette question-là. Voilà. Ce sont des questions qui sont faciles à répondre. La première, pourquoi une carte de 12 provinces? C'est une projection. Projection parce que dans nos propositions, nous avons trouvé
que la RDC être dirigée à partir de Kinshasa, un grand pays de 2 400 000 kilomètres, c'est presque un petit continent, c'est aussi un problème de dysfonctionnement. Donc nous avons proposé une constitution fédérale. Et dans le fédéralisme, nous avons pensé qu'on peut commencer avec 12 provinces, et quitte à voir après, parce qu'en Afrique du Sud, c'est 9 provinces. Il est plus petit que nous. Au Nigeria, c'est 36 États. C'est un peu plus petit que nous, mais il y a 36 États. Aux États-Unis, il y a 50 États. C'est plus grand que chez nous. Et la plupart des pays qui sont bien gouvernés, ce sont des pays qui ont une constitution fédérale. Donc, pour cela, c'est une projection. Donc, ne vous en faites pas. Vous avez vu les drapeaux de la Belgique, vous avez vu les drapeaux d'Israël. C'est un sujet à discussion. Donc, nous mettons ça à la discussion, au débat. Ça veut dire que nous mettons, certains m'ont posé la question, pourquoi Israël, pourquoi la Belgique, ce n'est pas du néocolonialisme. J'ai dit non, non, pas du tout. Parce que notre pays n'est pas parrainé. C'est pour cela qu'on nous attaque à l'Est. On nous attaque, même à l'Ouest. Nous avons connu, nos frontières sont aujourd'hui, c'est vrai, l'intangibilité de nos frontières est menacée. Parce que justement, nous n'avons pas de parrain. Le Canada, qui est un grand pays, a une constitution, c'est un État, c'est un royaume constitutionnel, dont le chef de l'État du Canada se trouve être le roi Philippe d'Angleterre. L'Australie, c'est la même chose. Le parrainage aujourd'hui, il est de fait. Les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, on parle de Qatar. Les États-Unis d'Amérique ont 750 bases militaires dans le monde. Et au Qatar seulement, il y a plus de 100 bases militaires. Vous pensez que le Qatar sera attaqué par n'importe qui? Donc le parrainage est très important. Donc, tranquillisons-nous, c'est un débat qui est là. Alors, je ne sais pas si j'ai satisfait, je peux passer à la deuxième question de notre parlementaire, notre sœur. Vous pouvez me rappeler un peu cette question-là parce que sa question, c'est... Voilà, voilà notre problème. Oui. Notre problème, nous, Congolais, nous croyons qu'être laïque, c'est être athée. Non. Être laïque, ça veut dire que nous n'avons pas une religion d'État. Les catholiques, les protestants, les kimbanguistes, les musulmans, ce sont nos religions. Nous ne sommes pas un pays athée, nous sommes un pays croyant. Donc ne vous en faites pas. Il faut pas. C'est ça, cette confusion, cette sémantique-là qui a fait que notre pays aujourd'hui, est-ce que vous voyez les États-Unis déjà qui prêtent serment devant la Bible? Donc vous n'allez pas dire que les États-Unis sont un pays chrétien. Non, pas du tout. Il y a l'homosexualité, il y a tout ça, il y a les musulmans qui sont là. Mais c'est un pays laïque aussi. Mais nous, Congolais, et là je glisse un peu dans l'évangile, nous, Congolais, nous devons nous repentir. Parce que ce pays-ci, s'il a été construit tel qu'il est aujourd'hui, s'il nous a été laissé par les Belges en 60, c'est parce qu'il y avait une culture. Il y avait une culture. Et je ne veux pas aller trop loin. Je prends, par exemple, aujourd'hui, on parle de filles enceintes qui peuvent étudier. Vous voyez des choses comme ça, c'est de l'immoralité. De l'immoralité. Comment vous allez prendre une fille, vous l'engrosser et il vient pour étudier avec les filles qui sont vierges? C'est de l'immoralité. C'est tout ça qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup.
Vous pouvez vous asseoir, on va prendre 2 autres questions pour chuter. On accordera la parole à l'honorable Exaucé et l'honorable Enoch se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires, alors que l'Afrique se réveille à nouveau des Bamako à Niamey pour affirmer sa dignité, rompre avec les paternalismes occidentaux et reprendre en main son destin, je suis profondément étonné, voire choqué, qu'un intellectuel africain, homme d'église et surtout écrivain, en vienne à défendre aujourd'hui l'idée d'un parrainage politique étranger comme une solution à l'immaturité de notre gouvernance. Honorable Président, ces discours oralents néocoloniaux ne sauraient prospérer dans cette enceinte. Il trahit une résignation que notre génération refuse d'endosser. Nous sommes une jeunesse debout, lucide sur les limites de nos aînés, mais résolue à construire une souveraineté assumée, une gouvernance responsable et une coopération fondée sur la réciprocité et non sur la tutelle. Ce dont le Congo a besoin, ce n'est pas d'un tuteur politique, mais d'un sursaut patriotique, d'un leadership enraciné, courageux et surtout visionnaire. Nous refusons donc de croire que les États-Unis d'Amérique ou la Belgique viendront bâtir à notre place la nation que nous avons la responsabilité d'édifier nous-mêmes. Nous ne voulons pas d'un parrainage, nous exigeons une coopération mutuellement avantageuse basée sur le respect de notre souveraineté. Nous n'avons donc pas besoin d'un maître, mais des partenaires. Nous n'avons pas besoin d'être encadrés, mais surtout et surtout de croire en nous-mêmes. J'ai dit honorable président. Merci honorable Exaucé. On va prendre l'honorable Enoch. Vous allez répondre. Merci honorable président pour l'octroi de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau et chers collègues. Je salue en passant la pertinente intervention de monsieur le professeur. Mais de prime abord, en lisant les livres du professeur à la page 121, ce dernier préconise que l'on puisse bannir la partitocratie, entendu comme la prolifération de partis politiques sans idéologie politique bien précise. Mais fort malheureusement, il veut qu'on puisse bannir cette partitocratie sans proposer un modèle bien précis. Parce qu'à la page 204, 205 et 207, l'auteur parle toujours du bannissement de cette partitocratie sans pour autant proposer un système politique qui pourrait être un alternatif à la partitocratie que nous assistons actuellement en République démocratique du Congo. Et de ce fait, nous avons quelques questions par rapport à cet aspect des choses. Monsieur le professeur. Non, je ne suis pas professeur. Je suis écrivain. Merci beaucoup, monsieur l'écrivain. Excusez-moi. Quel système politique proposez-vous en lieu et place de la partitocratie? Ou en d'autres termes, quel système politique voudriez-vous que la République démocratique du Congo puisse adopter en lieu et place du multipartisme? Deuxième question. Donnez-vous raison à ceux qui estiment en lieu et place de mettre de partis politiques, on doit mettre de blocs de pensée. Par exemple, les social-démocrates dans un coin, le bloc républicain dans un autre coin et le bloc progressiste dans un autre coin. Et en dernier lieu, quelle alternative crédible et structurante proposez-vous par rapport à l'aspect de partis politiques? Deuxième aspect, honorable président, c'est par rapport au parrainage. Monsieur l'écrivain, vous avez dit que la République démocratique du Congo n'est pas parrainée et que dans le concert des États, pour qu'une république puisse se développer, il y a lieu que l'on ait 2 parrains. Vous avez cité la Belgique. Vous avez également cité l'Israël. Je prends le cas de la Belgique. Qui d'entre nous ici ignore les exactions de la Belgique en République démocratique du Congo? Vous parlez de la crise entre 60 et 65. Mais quel est l'État qui était à la base de la crise entre les années 60 et 65 en République démocratique du Congo? N'est-ce pas la même Belgique qui doit être le parrain de la République démocratique du Congo? Vous parlez de l'Israël. Je vous cite les rapports Gastoni, qui n'a pas été publié, mais parmi les dossiers déclassés
par le FBI. Ces rapports illustrent les rôles de la Mossad, qui est l'agence de sécurité de l'Israël, sur la crise dans le Grand Lac. Et on dit que c'est la Mossad qui finance les groupes rebelles en République démocratique du Congo et qui crée des rébellions à l'est de notre pays. Comment voudriez-vous proposer un État qui, dans l'ombre, participe à la destruction de la République démocratique du Congo comme étant un parrain de notre pays? Et pourquoi avoir de parrain si nous voulons être libres? Pourquoi avoir de parrain si nous voulons être développés? Pensez-vous qu'un État voudrait voir un autre État être développé plus que lui? Comment vous voulez me faire croire que l'Israël voudra que le Congo soit plus que l'Israël? C'est impossible. Et en dernier lieu, c'est par rapport à l'État fédéral, honorable président. Monsieur l'écrivain, nous sommes tous ici conscients de l'esprit de balkanisation qui écume notre pays. Certaines provinces estiment avoir plus de ressources que d'autres provinces. Et que de ce fait, elles pensent que l'État unitaire décentralisé donnerait plus de plus-value à d'autres provinces qu'à certaines de ces provinces-là. Alors, lorsque vous proposez l'État fédéral, n'est-ce pas là un mécanisme qui nous permettra de mieux balkaniser notre pays? J'ai dit honorable président. Merci honorable Enoch. Monsieur Thomas Weti, vous avez la parole pour rencontrer les préoccupations de parlementaires. Je vais vraiment résumer parce que toutes vos préoccupations, ici, la première, celui qui est intervenu, le premier, donc c'est pas facile, mais j'ai des problèmes de lecture, hein? J'écris mais je ne lis pas bien. Au fait, voilà l'esprit de mon livre, le parrainage, parce que c'est ça qui intéresse. Le premier a parlé, il a très bien parlé de parrainage. Et vous faites allusion à Traoré. Vous savez que Traoré aujourd'hui, il est parrainé par la Russie. Est-ce qu'il faut seulement éviter le mot de parrainage ou bien parce que moi je le sors, le parrainage. Traoré et tous les autres, ils sont parrainés par la Russie. Ce sont les grands de ce monde qui décident. Ils sont au nombre de 5. Vous avez l'Amérique, vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez la France et vous avez l'Angleterre. Ce sont les 5 qui décident de tout ce que nous pouvons voir ici dans ce monde. Je vous ai dit que vous devez faire des recherches. Les pays qui sont parrainés, ils ne se disent pas qu'ils sont parrainés, mais c'est clair. Nous prenons d'abord le Canada, nous prenons l'Australie, et ce sont des monarchies constitutionnelles. Nous prenons la République sud-africaine, la Tanzanie, le Kenya, tous ces pays qui sont du Commonwealth. Et ils ont dit que nous, c'est l'indépendance, mais ils sont sous la couverture de qui? De l'Angleterre. Ces pays-là sont stables. Nous avons été abandonnés. La Belgique, je veux vous dire, vous pouvez faire des recherches. En Afrique, en 60, il n'y a pas une colonie qui a construit, qui a laissé des infrastructures comme la Belgique. Mais malheureusement, la Belgique ne nous a pas préparés, alors que la France avait déjà commencé à préparer. Léopold Sédar Senghor, en 1947, il siégeait déjà au Parlement français. Houphouët-Boigny, il siégeait déjà en 1955. Sékou Touré, il siégeait déjà en 1958. Ils étaient préparés. La Belgique ne pensait pas, c'était un peu comme l'apartheid, ne pensait pas qu'en 60, on allait demander une indépendance immédiate. En 60, nous avions deux partis, deux tendances. Nous avions le PNP, le Parti national du progrès, et nous avions le Parti nationaliste. Le Parti national de progrès, si on les avait suivis, le pays serait aujourd'hui, la RDC serait aujourd'hui un rayonnement. Parce que Aimé Césaire, je crois, qui a dit l'Afrique a la forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Écoutez,
L'humilité précède la gloire. Nous nous disons les choses clairement. Et j'ai examiné les pays qui sont, parce que l'Amérique, même l'Allemagne est parrainée par l'Amérique. Parce qu'il y a des bases militaires américaines. L'OTAN, tous les pays de l'OTAN, vous savez, si l'Amérique se retire de l'OTAN, c'est fini, l'OTAN est faible. Comprenez? Donc, je prends les accords qui viennent d'être signés aux États-Unis. Les gens en discutent à tort ou à travers. Les accords en eux-mêmes. Ça nous met déjà à l'abri des ambitions rwandaises de balkaniser notre pays. Parce que ce sont les Tutsis, Hema Tutsis, qui veulent balkaniser. Mais c'est clair dans ces accords, dans les préambules. Ces accords disent qu'il faut respecter l'intégrité territoriale. Il faut respecter la souveraineté. Qui va encore toucher? N'est-ce pas que la guerre est arrêtée? Pour le moment, la guerre est arrêtée. Elle ne s'est pas avancée. S'il n'y avait pas ces accords, eh bien, la guerre, je crois, serait déjà au niveau des camps. Il y aurait déjà beaucoup de morts. Non, il faut maintenant se mettre à réfléchir. Parce que les Congolais, ça je vais vous le dire, les Congolais, eux, ils agissent d'abord et ils réfléchissent après. La zaïrianisation, c'était comme ça. Zaïrianisation, on a zaïrianisé, on a renvoyé tout le monde. Et puis après, on a réfléchi, on a dit non, non, non. On a fait des rétrocessions. Mais c'était trop tard. On avait déjà tué l'économie. Donc, brièvement, c'est que je réunis ces questions-là. Je crois qu'il faut une conférence qui va me prendre peut-être 1 heure, 2 heures, pour discuter. Et je vous assure, j'ai des arguments qui vont vous faire dormir debout. Très donc, bien. La question qui reste, c'est celle de partis politiques. Partis politiques, partitocratie. Nous avons à peu près 900 partis politiques. Et quand vous examinez l'idéologie, vous examinez les projets qu'ils ont, mais c'est pratiquement la même. Je vous ai donné les grands partis politiques, PPRD, UDPS et quoi encore là, et Imper. Non, Imper c'était le moboutisme, l'idéologie du moboutisme, c'est-à-dire réfléchir. Mais les 3 partis, c'est social-démocrate. Et tous les autres là, quand vous regardez, mais vous n'avez qu'à analyser. Tant que nous n'abandonnons pas certaines sémantiques qui ont fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, eh bien, il sera difficile. La question, c'est, ok, on arrête avec la partitocratie. Vous proposez quoi? Non, la partitocratie, c'est-à-dire le nombre est déjà trop élevé. Il faut quoi? Réduire? Il faut réduire. On réduit à combien? Aux États-Unis, il n'y a que 3 partis. Il y a 2 grands partis majeurs, il y a un petit parti Et pour le Congo, mineur. vous proposez quelle Pour le Congo, ben, nous pouvons nous arrêter à 8, à 9, et puis regrouper ces comment on fait partis. cette sélection-là sur 900 partis politiques? Pardon? Comment on fait la sélection de 8 sur 900 partis politiques? Non, mais ça, c'est la N'est-ce loi. pas une autre crise Non, 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 non. qu'on va Ça, ouvrir? c'est la nouvelle constitution fédérale. Parce que dans le fédéralisme, nous craignons le fédéralisme pour rien. Parce que tous les États, si vous regardez les richesses minérales, eh bien, vous trouvez le coltan presque partout au Congo, presque partout. Vous trouvez le cobalt presque partout. Il suffit de désenclaver le pays. Le projet du chef de l'État pour le 2e mandat, les 3 défis et les 6 engagements, c'est un beau projet. Nous, on pensait qu'avec ça maintenant, nous allons vraiment commencer à décoller. Mais le projet de changement de constitution, le président de la République l'a mise à la table de la nation. Vous avez vu la crise? Non, le projet de changement de constitution et les projets... Non, pas les projets de changement. Parce que c'était la révision. La constitution. Le changement notamment. Oui, mais le changement dans quel sens? Il a dit que les Congolais étaient libres de réviser ou même de changer. Et oui, ça a divisé oui, la société congolaise. Non, 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 parce que vous savez, en disant ça, vous savez que derrière les changements que prônait le chef de l'État,
il y avait Non, moi des je sais choses. rien. Moi je sais rien. Moi, Voilà, c'est ça. Mais ici, nous parlons, lorsque par exemple la Cinco et le CC, ils disent que nous voulons mettre les choses en place pour celui qui viendra. Mais qu'est-ce qu'on attend pas comme discours? Pour celui qui viendra, parce que le président actuel ne va pas être éternel là-bas, pour celui qui viendra. Si aujourd'hui... Selon vous, il faut qu'on change la Constitution. Bien sûr, qu'on change la Constitution, pas comme il est avec un système fortement décentralisé, mais un système fédéral. Mais dans la même Constitution, il est interdit d'échanger la forme de l'État. Vous ne pensez pas que dans la Constitution actuelle... Donc nous allons rester c'est ce que la Constitution prévoit. Vous l'aviez adopté c'est ce que nous allons rester figés éternellement. Vous aviez adopté cette Constitution-là au référendum qui interdit les changements de la forme de l'État. Les constitutions avaient des raisons de verrouiller ça. Mais nous allons rentrer au souverain primaire. C'est le souverain primaire qui va maintenant. Nous allons rentrer avec le référendum. C'est le souverain primaire qui va faire le choix. Mais vous savez que ce mécanisme-là n'est pas prévu. C'est lui de rentrer pour déverrouiller les matières que la Constitution elle-même a... Non, le souverain primaire est libre. Aujourd'hui, si nous avons une révolution, Mzee Laurent Désiré Kabila est venu. Il a tout chamboulé. Très bien. On va prendre la dernière question sur laquelle je voudrais qu'on mette un peu de précision. Ouais. Vous subdivisez la carte en 12 provinces. En 12 États. En 12 États, ouais. Vous voulez bien. Sans les nommer, est-ce que vous avez déjà l'idée de ce que représente chaque État? Parce que géographiquement, il y a donc nous prenons les plus petits que les autres. Laissez-moi finir. Ouais, ok. Il y a de plus petits que les autres. Quelle est votre configuration? Le 12 représente quoi? Vous pouvez citer nommément les provinces que vous avez subdivisées, les États plutôt, et où se trouverait la capitale? Quelle est votre projection? Parce que vous dites que c'est... Les Belges nous ont laissé 6 provinces. Ouais. C'est à partir de ces 6 provinces que nous avons dit que chaque province, on sort 2 provinces. Pour quelle raison? Ben, pour l'État, non? Pour ne pas multiplier le nombre d'États. Vous voulez que nous ayons 26 États? Peut-être 6. Oui, mais 6, c'est bon aussi. C'est pourquoi je cherche mais c'est pour cela, c'est un... de votre subdivision. Le livre, c'est un débat. Ce n'est pas une Bible où tout le monde doit adhérer. C'est pour cela que je pense organiser plusieurs conférences pour que nous puissions sortir une sorte d'accord, de consensus, quoi, hein, n'est-ce pas, sur ce que... Mais je pense, on peut revenir à 9 États, on peut revenir à 6 États, on peut revenir à être à 12 États. Ça dépend de comment on va subdiviser. C'est une projection. Dans votre projection, la capitale congolaise serait quoi lorsque nous sommes en État fédéral? La capitale congolaise? Oui. Mais on mettra l'État fédéral. La capitale est dans l'État fédéral de la province qui était avant, n'est-ce pas, tel que les Belges nous ont laissé. Pourquoi vous vous fondez trop sur les Belges? On vous a posé une question ici des exactions de Belges qui nous ont aussi détruit les caoutchoucs, les mains coupées. Et aujourd'hui, c'est auprès de ces gens-là qu'on doit encore grimper pour demander de l'aide. L'Allemagne et la France sont très liés. S'il n'y a pas l'Allemagne et la France, l'Union européenne ne va pas exister. Alors nous allons continuer avec cette haine-là. Nous allons continuer parce que les Belges ont demandé pardon, non? Vous savez que les Belges ont demandé pardon au Congo? Oui, on sait. Alors, si les Belges ont demandé pardon, vous croyez que c'est la même génération aujourd'hui, la Belgique? Il y a combien de députés belges d'origine congolaise? Combien de Congolais, c'est-à-dire de Belges d'origine congolaise, travaillent dans l'administration de la Belgique? Même dans la diplomatie. Aujourd'hui, qui a poussé l'Union européenne à condamner le Rwanda? C'est Compagnie. C'est un Congolais. Mais belge. C'est lui, il a pleuré devant le Parlement européen. C'est comme ça que la Belgique a pris le devant. Aujourd'hui, de tous les pays européens, qui a coupé les relations avec le Rwanda? C'est la Belgique.
Donc, vous savez, si nous vivons dans le passé, nous n'allons pas connaître l'avenir. Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Nous allons donc, avec vous, prendre l'engagement de régulièrement revenir sur les aspects de ces livres, vous recevoir pour échanger afin de vulgariser les projections, et peut-être en arriver à un consensus, comme vous le souhaitez, autour de projections faites en termes de solutions. Pour la refondation de la RDC, c'est de la quinine. Souffrez que les gens avalent un peu ça difficilement. Très bien. Alors, nous allons prendre M. Désiré Odimba, analyste politique, avec qui nous allons nous entretenir sur la déclaration de Doha. Est-ce que le gouvernement congolais a-t-il fléchi face aux rebelles? Sachant que, très récemment, le président de la République prenait pour ligne rouge les discussions entre lui et les rebelles. Il les appelait les pantins. Il disait ne pas pouvoir se retrouver avec eux à dialoguer. Mais aujourd'hui, le gouvernement est à Doha en train de vouloir signer un accord de paix. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous avez la parole, M. Désiré Odimba. Vous avez 10 minutes pour votre allocution. Merci beaucoup, honorable président. Je voudrais d'abord dire que c'est Désiré Tshimbekoy. Ok, Désiré Tshimbekoy Odimba. Merci. Merci beaucoup. Honorable président, mesdames, messieurs, avant de commencer le commencement, je voudrais en toute honnêteté saluer cette initiative et vous remercier très sincèrement pour la parole que vous nous accordez ce jour dans votre prestigieuse tribune. Ainsi dit, les sujets qui nous rassemblent à cet instant précis portent sur la déclaration de principe signée à Doha par le gouvernement congolais, notre gouvernement, et les supplétifs rwandais du M23. Au départ, il est important de souligner qu'une déclaration de principe n'est pas une finalité. Elle n'est pas un accord proprement dit. Elle en définit simplement les axes des discussions. La précision de plus, c'est de dire que cette déclaration de principe est une suite logique de l'accord de paix signé à Washington entre Kinshasa et Kigali, lequel accord est lui-même fruit du processus de Luanda et de Nairobi enrichi. Honorable Président, Mesdames, Messieurs, à l'aune des informations à notre disposition et des éléments de fait que nous possédons, il ressort que depuis le début de ces conflits, jusqu'au moment où nous parlons, le gouvernement congolais n'a jamais refusé de dialoguer avec toutes les parties prenantes au conflit. Et d'ailleurs, il a plaidé constamment en faveur de la résolution pacifique du conflit. C'est pour cette raison qu'il a été institué deux processus intercomplémentaires pour aborder concomitamment cette question et pour aller de manière générale avec le processus de Luanda entre les États et le processus de Nairobi avec tous les groupes armés dont les M23/AFC. Chers amis, ne vous laissez pas manipuler par des personnes qui elles-mêmes sont manipulées. L'enjeu principal de cette guerre est économique. Pour le Rwanda, la meilleure façon d'exploiter illicitement et de promouvoir la contrebande des matières premières de notre sol, c'est de perpétrer le massacre contre nos populations civiles, installer un climat de terreur, manipuler quelques Congolais assoiffés du pouvoir, en vue de tromper la vigilance de la communauté internationale. Il est donc illusoire de croire que de manière aussi volontaire, M. Paul Kagame et ses alliés allaient se montrer favorables aux initiatives des discussions pour parvenir à un accord de paix durable. Le fait pour eux de répéter matin, midi, soir, nous voulons dialoguer, n'était qu'une mascarade, un écran de fumeux pour s'attirer la sympathie de la communauté internationale et justifier l'occupation illégale d'une partie de notre territoire. Il vous souviendra qu'en date du 16 décembre 2024,
alors que tout avait été préalablement fait par les délégations respectives, sous la médiation du président angolais João Lourenço, le président rwandais a changé de position en dernière minute, prétendant fallacieusement que le gouvernement congolais devait obtenir en amont un accord, soit accepter le principe des discussions directes avec le M23 avant que son pays ne s'engage. En ce moment-là, le président Tshisekedi était déjà arrivé à Luanda pour l'ouverture du sommet qui n'aura certainement pas et finalement pas lieu. Quelques mois plus tard, un peu comme pour rejoindre la logique rwandaise, soit le 18 mars 2025, la médiation angolaise a obtenu, après maintes insistances, le principe des discussions directes entre le gouvernement et les supplétifs du M23. Alors que la partie congolaise a fait le déplacement de Luanda pour cette rencontre, les membres de l'AFC M23 vont en dernière minute, un peu comme Paul Kagame, refuser de participer à cette rencontre, évoquant à tort les sanctions de l'Union européenne contre les acteurs coupables d'actes de barbarie et de massacres à l'égard de nos populations civiles. Ces éléments de fait indiquent que ce n'est donc pas le Rwanda. Ces éléments de fait indiquent que le Rwanda n'a pas signé cet accord de paix avec la RDC par pure volonté. Il ne s'agit pas d'une initiative de bonne foi. Il s'agit d'une obligation. Et cette obligation est notamment due à l'accord de paix, à l'accord de coopération bilatérale sur le plan économique, précisément dans le domaine minier, entre la République démocratique du Congo et le gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue de promouvoir des échanges commerciaux. Cette capitulation rwandaise est une suite logique de l'accord de coopération. Donc, les discussions en cours, des discussions qui sont en gestation entre le gouvernement de la RDC et que le garantie obtenue au tour de ces discussions, il n'y aurait jamais eu capitulation de la partie rwandaise. J'ai dit que le Rwanda a capitulé, d'autant plus que ce qu'il a refusé de signer à Luanda le 16 décembre avec le président Tshisekedi 2024 qui s'était rendu, c'est qu'ils ont refusé parce qu'ils avaient à l'époque évoqué la raison de trouver un accord préalable avec le M23, et ce qu'ils ont évoqué le 18 mars lorsque la délégation congolaise s'était rendue à Luanda, évoquant les sanctions de l'Union européenne, le contexte n'a pas changé véritablement. Parce que les sanctions de l'Union européenne contre certains acteurs de l'AFC M23 restent en place, de même que la situation dans laquelle nous avons été avec le Rwanda reste en place. Mais curieusement, ils ont capitulé et ont accepté de signer à Washington avec le gouvernement congolais et ont obtenu de revenir sur le processus de discussion avec le gouvernement congolais dans le cadre de pourparlers de Doha. S'il vous plaît. Cite par là, la naïveté de certains Congolais est donc de croire que le Rwanda a gagné. Alors que je viens de vous démontrer avec exemple à l'appui que pour eux, il n'a jamais été question de signer un accord de paix transparent et durable. La fameuse déclaration de principe reprend 7 principes qui, globalement, ne défavorisent en rien les intérêts nationaux par rapport aux prétentions rwandaises d'autrefois. Le 4e principe de cette déclaration de principe revient sur la restauration de l'autorité de l'État. Et pour moi, ce principe est la cheville ouvrière, la clé de voûte de cette déclaration de principe. Et pour finalement chuter, vous allez constater que dans la déclaration de principe qui est la boussole sur laquelle les discussions seront portées pour signer un accord, les revendications fallacieuses du M23 portées sur le fédéralisme, la démission du président de la République, la chute du Parlement, la chute du gouvernement, l'introduction des Kinyarwanda et que sais-je encore, n'ont pas été repris. Et de ce fait, il y a lieu de considérer que nous n'avons pas atteint l'objectif, mais que nous avons vu le chemin pour arriver là où nous devons aller. Et pour cette raison, nous avons intérêt patriotiquement à soutenir les initiatives de négociation en cours en vue de favoriser un climat de paix à travers notre pays. J'ai dit
j'ai parlé et je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup, M. Désiré. Merci de prendre place. On prendra quelques questions de parlementaires auxquelles vous allez répondre à ces sujets. Nous accordons la parole à l'honorable Exaucé. Et l'honorable Enoch se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires, les présidents de la République avaient, avec fermeté, affirmé qu'ils ne négocieraient jamais avec les terroristes. Pourtant, aujourd'hui, le gouvernement est engagé dans un processus de négociation avec les mouvements AFC M23. Plus grave encore, alors que la justice congolaise a arrêté, jugé et condamné en toute conformité avec nos lois plusieurs complices de cette rébellion, l'exécutif accepte désormais leur libération, mais dans le cadre de ces négociations. Je rappelle ici que Nanga a été condamné à mort. Faut-il croire qu'il ressuscitera à Doha? Ce qui reviendrait à dire que la justice de notre pays en vain, travaille en vain et que ces décisions n'ont aucune portée devant les considérations politiques. Dès lors, j'invite notre invité d'honneur à nous dire en toute lucidité si ces faits ne traduisent pas un fléchissement de l'État au point de légitimer la prise des armes comme un moyen d'obtenir une place à la table des négociations ou dans des institutions démocratiques. J'ai dit, honorable président. Merci, honorable Exaucé. Monsieur Désiré, vous pouvez répondre. Dans la déclaration de principe, on réclame la libération de prisonniers politiques, comme ça a toujours été. Et cette fois-ci encore, le gouvernement se dispose à libérer les prisonniers politiques. L'honorable Exaucé s'interroge donc. L'État fléchit, après que l'appareil judiciaire ait travaillé, l'État fléchit pour libérer les gens que lui-même a jugés en conformité condamnés. Merci beaucoup, honorable président. Merci à notre ami qui a posé la question. Je pense qu'il ne s'agit pas d'un fléchissement. Nous devons arriver à comprendre que l'univers politique est dynamique. Et le dynamisme politique ne doit pas ici être compris par les changements des camps politiques, à la manière du Congo. Le dynamisme politique, c'est aussi dans la gouvernance. C'est-à-dire, lorsque vous avez essayé avec un point A et que le point A ne vous a pas donné des résultats, vous pouvez essayer avec le point B. L'objectif, c'est d'atteindre les résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons privilégier la fierté de notre affirmation d'avoir dit que nous ne devons pas discuter avec le M23 par rapport aux multiples vies de nos concitoyens qui sont décimés matin, midi, soir. Nous avons intérêt à choisir. Soit nous restons dans notre camp en disant, nous avons dit qu'on ne va pas négocier, on va se moquer de nous, on va dire ceci, mais aujourd'hui, nous pouvons laisser ces gens mourir, nous pouvons laisser ces gens être massacrés, tout en tenant notre position alors que nous avons la responsabilité de protéger nos populations. Moi, je crois que par rapport à cette question précise, il y a lieu de considérer qu'en politique, toute question peut subir un métanoïa. Toute situation peut évoluer. La situation du M23 en 2021, en 2022, en 2023 n'est pas la même qu'en 2024 et 2025. Et donc, la décision que vous avez arrêtée par rapport à cette question à 2023, en 2022 ou à 2024 ne doit pas être la même. Il s'agit d'une situation qui a évolué. Ça, c'est qui a évolué plutôt. Ça, c'est de 1. Des 2. Nous n'avons pas fléchi, mais nous avons réussi. Réussi en quoi? Parce que nous avons réussi à mettre sur la table des négociations les véritables acteurs de l'instabilité dans la partie est de notre pays. Cette situation n'a jamais été, de toutes les fois que le M23, CNDP, RCD Goma faisaient incursion dans notre pays, les discussions étaient internes. Mais aujourd'hui, nous avons obtenu une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a établi les choses telles qu'elles doivent être. Et nous avons en plus de cela obtenu un accord de paix signé par la médiation de la première puissance. Et j'ai suivi l'écrivain qui était ici reprendre la même chose parce que il est arrivé que certains de nos compatriotes pensent que les États-Unis n'ont pas le droit de veto et qu'ils n'ont pas à dire au Rwanda et que ce n'est pas cet accord qui va rétablir la paix.
Non, mes chers amis, nous devons voir la réalité en face. Les États sont égaux de par la théorie qu'on enseigne dans les universités, mais dans la pratique, ils ne le sont pas. Ce n'est pas un scientifique, quelqu'un qui évolue dans le monde politique, qu'on va apprendre cela. Le principe d'égalité des États est une illusion politique. C'est un principe qui reste dans les livres. Ce principe ne se vit pas. Je vais commencer d'ailleurs par l'Afrique. Je vais vous démontrer que les États africains ne sont pas égaux. Les États au niveau de l'Amérique ne sont pas égaux. Et même au niveau d'autres continents. Et donc, il existe des États sur le plan international qui ont une prédominance sur d'autres États et qui détiennent le pouvoir des vétos sur la conduite des affaires dans le monde. Et nous devons considérer cela. Veuillez chuter. Merci beaucoup. On va prendre l'honorable Enoch pour la prochaine intervention. Merci, honorable président, pour l'octroi de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau et chers collègues. Je salue en passant la pertinente intervention de l'invité du jour. Mais nous commençons d'abord par quelques malentendus. Notre invité du jour a prétendu dire que c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays que l'on signe un accord qui règle la crise à l'est de notre pays avec les acteurs externes. Parce que tous les accords qu'on a toujours signés mettaient toujours en exergue les acteurs internes. Je pense ne pas avoir dit autre chose. Je vous en prie. Je vous rappelle qu'en 2002, la République démocratique du Congo avait signé un accord avec la République du Rwanda, dans lequel je vous fais lire une mention de cet accord qui est pratiquement reprise dans l'accord que nous avons signé actuellement. Cet accord entre la République démocratique du Congo, je vous lis l'article 5 qui énonçait ce qui suit. Le gouvernement du Rwanda réaffirme sa disponibilité à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo dès lors que des mesures effectives répondant à ses préoccupations sécuritaires, notamment les démantèlements des interamouins et des ex-phares, auront été engagés. Avec l'accord signé à Washington, le gouvernement du Rwanda s'engage également à respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. En contrepartie, nous devions neutraliser les FDLR. Donc vous avez menti. Deuxième chose, vous dites que l'univers politique est dynamique et que le fait pour la République démocratique du Congo d'avoir condamné les acteurs majeurs de la crise de notre pays, à l'occurrence Nanga, et que aujourd'hui on a enclenché un processus avec eux pour la paix. Cela sous-entendu par ailleurs que c'est le dynamisme. Non, la justice est indépendante et c'est un principe sacro-saint constitutionnellement garanti. On ne peut pas faire du calendrier politique un calendrier de la justice. Parce que la justice n'est pas à confondre avec la politique. Le dynamisme politique n'emporte pas la justice. Honorable président, honorable membre du bureau et chers collègues, revenons sur l'intervention de notre invité. Je vous fais constater une chose. Le président de la République en Allemagne a dit ce qui suit. Joseph Kabila est l'acteur qui a impulsé les mouvements AFC M23. La République démocratique du Congo part à Washington pour négocier avec le Rwanda et non l'AFC M23. Dans notre narratif, il était question de dire qu'on ne peut pas discuter avec l'AFC M23, mais on doit plutôt discuter avec ceux qui dirigent réellement l'AFC M23 et que ceux qui sont à l'est sont le pantin. On a discuté avec les vrais acteurs de l'AFC M23 à Washington. Mais pourquoi nous sommes à Doha? Parce que nous, on a dit clairement qu'on ne peut pas discuter avec les pantins. Deuxième aspect des choses. Nous sommes... Honorable Enoch. Veuillez chuter. Je chute, honorable président. Nous sommes à Doha pour discuter avec les gens de l'AFC M23. Et dans cet accord de principe, il est clairement dit qu'il faudrait respecter l'intégrité territoriale et restaurer l'autorité de l'État. On a suivi les porte-paroles de l'AFC M23 dire que la restauration de l'autorité de l'État passerait également par eux. Et je vous signale également qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, la localité Showa vient de tomber entre les mains de l'AFC M23 alors qu'on vient de discuter avec eux et signer un accord de principe avec eux. Quelle est votre réaction par rapport à ça? J'ai dit honorable président. Merci beaucoup. Monsieur Dégéré, vous avez la parole pour rencontrer l'honorable Enoch.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais d'abord dire à l'honorable Enoch que je n'ai pas menti. Il a eu simplement un malentendu sur le propos. J'ai dit ce qui suit. Nous n'avons jamais signé un accord par une puissance de cette stature-là. C'est par là que je suis revenu sur la déclaration de l'ancien intervenant, de mon dévancier, qui parlait des grandes puissances. Il y a eu des accords dans le passé, il y a eu des discussions, je sais, avec même en Ouganda et dans tous les pays presque voisins, même avec Obasanjo. Mais l'implication d'une puissance mondiale, c'est une première dans l'histoire de ces conflits. Il ne s'agit pas des mensonges, il s'agit plutôt des malentendus. La deuxième question, honorable président, la question de l'AFC M23. Il vous souviendra que lorsque le M23 commence le mouvement, M. Nanga est à Kinshasa et que l'AFC n'existe pas. Le M23 avait des revendications basées sur la stigmatisation ethnique des Tutsis. Et que c'est quelques temps après que Nanga va prendre la direction de Nairobi où il va créer un mouvement politique au nom de AFC. AFC bar M23 signifie quoi? Signifie que vous avez des revendications basées sur la stigmatisation et que vous voulez imposer votre communauté dans le Nord Kivu. Mais nous, au-delà de vos revendications, nous avons des revendications de pouvoir renverser les institutions sur le plan politique. C'est pourquoi vous avez toujours suivi Corneille Nangaa dire que l'AFC, c'est la branche politique de M23. Et lorsque nous allons accéder, nous allons arriver à Kinshasa, et que nous allons renverser les institutions, tout ce que vous demandez ici, nous allons vous les donner. Et comment dire, ils ont signé ce que je peux appeler l'alliance. Une déclaration d'alliance a été signée entre l'AFC M23 et l'AFC et le M23 à Nairobi. Et c'est ça le thème de cette déclaration-là. Nous n'avons pas que des ambitions de nous limiter dans le Nord Kivu, comme vous l'avez toujours fait. Parce que ça a toujours été le cas avec le M23. Nous voulons arriver à Kinshasa et prendre le pouvoir. Et lorsque nous prenons le pouvoir, nous allons vous donner calmement ce que vous cherchez ici. Et donc c'était ça la question. Maintenant, pourquoi on discute avec le M23 alors qu'on avait dit qu'on doit discuter avec celui qui les envoie? D'abord, j'ai rappelé ici qu'il existe deux processus dans ces conflits. Il y a le processus de Luanda, je l'ai dit, avec les États, et le processus de Nairobi. Ça n'a pas commencé en 2024, honorable Enoch. Ça n'a pas non plus commencé en 2023, encore moins en 2022. Le processus de Nairobi, présidé par l'ancien président Uhuru Kenyatta, a commencé depuis 2021. Ce processus avec tous les groupes armés, y compris le M23. Parce que lorsque nous avons mis en place l'état de siège en juillet 2021, si je ne m'abuse pas, mais c'est en 2021, le M23 n'existait pas encore. On parlait d'autres groupes armés. Le M23 a rejoint la situation d'existence de l'état de siège. Ça veut dire qu'il y avait d'autres mouvements qui existaient. Qu'est-ce qui a été dit? Et pourquoi est-ce que nous devons discuter aujourd'hui avec le M23 à Doha? Parce qu'il s'agit de la même logique que nous avons entrepris au niveau de l'Union africaine. D'un côté, nous avons l'État rwandais, et de l'autre côté, nous avons les groupes armés qui sont soudoyés par le Rwanda. La situation que nous avons, honorable président, et je chute par là, est bien différente de toutes les situations d'autres pays. Le problème au Congo, c'est que quand il y a une frustration, les Congolais sont prêts à se faire aider par le voisin pour terroriser leur pays. Mais lorsqu'il y a de frustration au Rwanda, lorsqu'il y a de frustration en Ouganda, où Yoweri Museveni s'est fait élire avec beaucoup de pourcentages, d'ailleurs Paul Kagame s'est fait élire avec plus de 80%, tous ces pays-là, lorsqu'ils ont leur frustration, leurs enfants ne viennent pas vers nous, la RDC, pour dire qu'écoutez, nous avons des problèmes là-bas, Museveni ne veut pas quitter le pouvoir, venez nous aider. Mais il n'y a que nous, les Congolais, qui avons cette maladie, et moi je qualifie ça de maladie, de croire toujours que nos problèmes internes, nous n'aurons la solution que lorsque nous recourons à l'extérieur. Et donc voilà la raison pour laquelle ces pays-là, à un certain moment, se donnent le droit de dire que c'est un problème qui le regarde. Pourquoi? Parce que nous avons accepté d'aller nous faire utiliser.
Ce qui n'est pas le cas de Rwandais, qui souffrent également. Ils souffrent. Ce qui n'est pas aussi le cas des Ougandais. J'ai été en Ouganda, j'ai été au Rwanda. Je peux vous dire que la situation politique en Ouganda et au Rwanda est plus complexe, 3 fois plus complexe qu'en RDC. Merci beaucoup. Et donc, je finis par ici, honorable président. Je pense que je suis devant les jeunes. Moi-même, je suis jeune. C'est un appel de dire que lorsque votre maison connaît des problèmes, même si votre papa est sous là, ce n'est pas à vous d'aller vous associer aux voisins pour venir attaquer votre maison. Vous pouvez avoir la possibilité de corriger certaines choses qui ne vont pas bien dans votre propre maison, tout en gardant l'harmonie et la décence de votre propre maison. Et c'est ce que nous manquons, nous les Congolais. Je pense qu'avec notre génération, nous pourrions arriver à changer les choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Désiré. Je vais vous poser une dernière question. C'est qu'à Doha, on discute avec l'AFC M23. Mais vous savez que la RDC n'a pas que l'AFC M23 comme groupe rebelle. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut encore attendre pour que le gouvernement congolais amorce un processus global de démantèlement de tous les groupes armés? Parce qu'après, faut-il attendre que notre guerre éclate pour après signer un autre accord avec un autre groupe armé? Pourquoi on ne prend qu'en compte ceux qui ont déjà fait des prouesses sur terrain, sachant qu'il y a d'autres groupes armés? La deuxième des choses, un élément qui semble ne pas être pris en compte dans cette guerre qui oppose la FC M23 au gouvernement congolais, c'est les Ouazalendo. Les Ouazalendo ont combattu aux côtés de FARDC, ils ont combattu Nanga, ils ont combattu la M23, mais dans les accords, que ce soit de Washington, que ce soit dans les déclarations de principe, on pique mot sur la situation des Ouazalendo. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Vous avez la parole pour clôturer. Pour la question de Ouazalendo, honorable président, vous allez lire tous les communiqués qui sont publiés, que ce soit par l'Union européenne, que ce soit par... On parle de tout mouvement, toute force non invitée, il y a une nuance, non invitée par le gouvernement congolais. Quand on dit toute force non invitée par le gouvernement congolais, cela suppose qu'il y a de forces qui sont invitées par le gouvernement congolais. Il y avait eu par exemple les missions de la SADC qui était dans l'est de notre pays pour la même cause, mais également avec la situation de Ouazalendo qui sont présentés, qui sont des compatriotes, qui sont des Congolais, qui sont là comme l'honorable Enoch, qui se bat pour protéger sa maison. Comment voulez-vous que dans son pays, dans sa propre parcelle, il est envahi par un étranger, on puisse lui dire que tu n'as pas le droit de te défendre? On n'en parle pas parce qu'il s'agit des gens qui se défendent. 2. Vous parlez, pourquoi est-ce qu'on ne discute qu'avec le M23? Là, j'avais personnellement fustigé cet état de choses parce que le processus de Nairobi reprenait tous les groupes armés, mais comprenez que le M23 a la particularité, parmi d'autres groupes armés, d'avoir les soutiens extérieurs importants. Parce que quand vous regardez d'autres groupes comme les Codeco, les ADF, ce sont des groupes nuisibles dans l'Ituri, par exemple. Mais ce sont des groupes qui sont financés par des particuliers. Mais la particularité du mouvement du 23 mars et de l'AFC, c'est d'être soutenu par un État ayant tous les moyens possibles de pouvoir faire mal, faire plus mal. Mais cela n'est pas une excuse. Moi, je pense que dans les discussions, il va falloir que, après la signature des accords, le processus de Nairobi continue et que tous les autres groupes armés puissent être associés. Et j'ai fini par ici, honorable président, en disant que si nous avons réussi aujourd'hui à mettre cette situation d'inertie dans les territoires des opérations, c'est simplement parce que nous avons utilisé ce que nous avons. Il n'y a rien de mal si un État donne ce qu'il a en termes de coopération. Mon ami l'honorable rapporteur a parlé de la coopération bilatérale parce qu'il y a des gens qui disent minerai contre sécurité. C'est un discours un peu vague. On parle de la coopération bilatérale sur le plan économique, précisément dans le domaine de mines. C'est-à-dire, vous venez avec votre argent, vous investissez, et nous vous présentons nos matières premières et nous coopérons. Donc la RDC s'apprête à signer une coopération bilatérale et non une sorte d'offrande aux États-Unis. Il ne s'agit pas d'une offrande. Merci beaucoup, M. Désiré.
Jimbe Nkoy Odimba, merci de nous avoir entretenus sur ce sujet. Nous allons donc prendre M. Gladys Kingombe, politologue et défenseur des droits de l'homme. Il nous vient de l'Est, je crois qu'on aura de révélations intéressantes avec lui. Nous allons demander qu'il nous entretienne sur négociation à Doha. Quelle place doit occuper la justice transitionnelle? Vous avez la parole, M. Gladys, pour votre allocution. Honorable président du Parlement des étudiants RDC, honorable membre du bureau, honorable parlementaire, chers téléspectateurs, en particulier les enfants de Goma qui nous suivent à ce net moment, je vous salue. Merci. Permettez-moi dans mon temps d'antenne de me présenter encore beaucoup plus. Je suis et je viens de l'organisation internationale OILIS. OILIS qui est une organisation des droits de l'homme créée à Salt Lake City, Utah, aux États-Unis d'Amérique, par 3 Américains et 2 Congolais d'origine, sous l'inspiration de M. Chamberlain Bongopa Sipiba, victime en décembre 2018 de la fraude et des actes d'injustice électorale. M. Chamberlain Bongopassi, qui nous suit à ce moment depuis Utah aux États-Unis, frustré qu'il était, au lieu de prendre les armes comme Corneille Nangaa et les autres, lui, il a décidé, honorable président, de mettre en place une organisation en caractère international qui va désormais combattre les actes d'injustice sous toutes les formes. OILIS est donc une composante très importante de la société civile qui milite pour la justice transitionnelle, qu'on va parler ici, pour l'intégrité, la transparence, mais aussi la défense des victimes. C'est comme ça, ici à Kinshasa, nous exécutons un projet très important pour la population quinoise qui s'intitule Centre d'assistance juridique et d'action civique, où nous mobilisons de milliers de citoyens congolais, quinois en particulier, à s'impliquer dans la lutte contre l'injustice sous toutes les formes, en venant tout simplement dénoncer chez nous afin d'imprimer une culture de dénonciation. C'est dans ce cadre précis qu'on a été saisi par plus de 70 députés nationaux, invalidés injustement en 2011 et 2018, qui nous ont saisis. Et à travers un protocole d'accord que nous avons signé avec eux, nous avons résolu librement, sans contrainte, de porter haut leurs revendications afin qu'ils soient rétablis. Honorable président des étudiants, je m'exprime devant vous aujourd'hui ici, en tant qu'acteur social, leader d'opinion qui vient fraîchement de Goma comme vous l'aviez souligné, mais aussi comme directeur pays de l'OILIS RDC, mais surtout comme Congolais, qui maîtrise bien ses droits et devoirs. D'entrée de jeu, je voulais d'abord aider ceux qui nous suivent, qu'il existe 3 types d'interprétations, parce que j'ai suivi les 2 intervenants qui m'ont précédé. Moi, je suis de la société civile, défenseur des droits humains, je ne suis pas professionnel de la politique. Il existe 3 types d'interprétation de faits. Le premier type d'interprétation ici, c'est ce qu'on appelle l'interprétation littérale. Ça veut dire, parce qu'on parle en français, il y a d'autres dispositions qui ne nécessitent pas l'intervention d'un expert ou des experts. C'est comme ça, ici, tout le monde donne quand même sa version des faits. On confond la rébellion au terrorisme et le terrorisme à l'agression, chose totalement différente. Il existe également le deuxième type d'interprétation qu'on appelle l'interprétation scientifique, réservée exclusivement aux experts en la matière. Ici, je fais référence beaucoup plus aux praticiens du domaine, aux expérimentés, aux experts qui mènent de recherches approfondies sur ces domaines-là. Et l'interprétation scientifique est basée sur la connaissance scientifique, donc c'est la rationalité, Monsieur le Président. En tant que politologue de formation, politiste, c'est encore mieux. Je vais rester dans la rationalité, comprenez-moi. Et le troisième type d'interprétation ici, c'est ce qu'on appelle l'interprétation officielle, réservée aux institutions étatiques. Le gouvernement a décidé de dire, voilà, nous sommes agressés. Or, selon la science, c'est autre chose. Parlons maintenant de la justice transitionnelle, honorable président. Les négociations des Doha, ou encore les dialogues que nous prenons tous, doit effectivement accorder une place importante à la justice transitionnelle. Parce que la justice transitionnelle, elle vise premièrement à
à rétablir d'abord l'ordre, mais surtout à traiter les violations des droits de l'homme, à traiter les questions de violations des droits de l'homme commises pendant la guerre, pendant le conflit armé. Ces violations repris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi dans la Constitution de la République démocratique du Congo, ces droits, à partir de ces articles 11 jusqu'à 61. Vous savez, la première mission ou l'objectif ultime de la justice transitionnelle, c'est d'éradiquer, de mettre fin, de mettre un terme, n'est-ce pas, à la culture de l'impunité, pour instaurer une culture de transparence ou une culture de sanctions sévères. On ne peut pas s'élever un bon matin parce qu'on est frustré, on est victime d'injustice, chose que nous n'encourageons pas. Vous décidez, vous allez en brousse, vous prenez les armes contre la République et vous prenez en possession quelques localités, vous commencez à exiger les dialogues et passer comme ça. Je pense, à mon humble avis, que le dialogue national inclusif que nous souhaitons, nous, OILIS, ne doit pas servir, donc ça ne doit pas être une sorte de blanchisserie qui va laver tous les habits commis. Ça doit plutôt être un cadre idéal pour établir de responsabilités. Les protagonistes, les auteurs intellectuels de massacres à Goma et au nord Kivu, dans le Kivu, dans toutes les zones occupées par les rebelles, doivent s'attendre aux sanctions sévères. On ne doit pas continuer comme ça. Et du côté aussi de gouvernants, il y a des parts de responsabilité de tous les deux partis, parce que le gouvernant, quand le rebelle était encore à Bunagana, il y a des voix qui se sont haussées à ce temps-là pour demander le gouvernement de procéder à une négociation directe avec le rebelle du M23. Les gouvernements étaient sceptiques, voire même catégoriques. Ils avaient même qualifié ça de ligne rouge. Mais aujourd'hui, le rebelle occupe plus de 36 000 km² du territoire national. C'est à ce moment-là qu'on accepte de dialoguer avec combien de massacres, combien de morts. À Goma, moi j'étais sur place lorsque la ville est passée sous contrôle de rebelles des M23. Donc on nous apprend que le même jour, il y a eu plus de 3000 morts. Comment maintenant ces victimes-là, le membre de ces familles-là, de toutes ces victimes, seront rétablis dans leurs droits. Donc ici, le protagoniste doit savoir qu'il y a de responsabilités de part à d'autre. À Doha, nous avons vu, il n'y a que deux partis. Il y a le gouvernement et le M23 qui étaient là. Je dois rappeler que ça, c'est la déclaration de principe, n'est pas un accord. C'est sous forme de questions où on se met d'accord que voilà ce qu'on va traiter. Donc des questions de principes fondamentaux qu'on va traiter comme sous forme de l'ordre du jour. Mais là-bas, on a vu que deux partis. Je pense, à mon humble avis, ça ne suffit pas, comme vous venez de dire à celui qui m'a précédé, qu'il ne faut pas négocier tout simplement avec le M23 parce que c'est l'opposition armée, comme l'a souligné l'Union européenne, donc l'Union africaine. Mais il faut un dialogue national inclusif où toutes les parties prenantes, tout le monde doit se retrouver sur la table des négociations. Et c'est ce que nous prenons. Les dialogues là, dites nationaux, ça veut dire tous les Congolais doivent se retrouver autour d'une table. Je parle du président de la République et sa bande et son groupe, sa majorité, donc l'Union sacrée. Le président honoraire Joseph Kabila Kabange doit faire partie de ces dialogues. Le Corneille Nangaa doit être là. Le président Martin Fayulu doit être là. Setski Kouni, tout le monde doit être là. Ceux qui sont dehors, tout le monde doit être là. Les Congolais doivent se dépasser, se retrouver autour d'une table pour parler. Sous les auspices de qui? Je ne sais pas, mais c'est au président de voir. Monsieur le président du Parlement, j'étais en train de dire que c'est important de traiter les questions des fonds. Mais deux, il s'agit aussi, la justice transitionnelle, c'est aussi de garantir la justice effectivement pour les victimes. On a tant de victimes ici. La classe politique congolaise est composée que de victimes, de frustrés. Vous voyez, de frustrés. Il faut nous mettre ensemble pour en parler et puis trouver une solution par rapport à ça. Parce que la seule façon de rendre justice aux victimes, c'est de le remettre dans leurs droits. Hein? Dans leurs droits, le plus important, c'est ça. La justice transitionnelle ici, c'est aussi, sert aussi à prévenir
d'autres violations de droits de l'homme qui vont arriver peut-être dans l'avenir, mais surtout vise à instaurer une paix durable. Et je vous dis sincèrement, si nous voulons une paix durable dans notre pays, nous devons d'abord commencer par rétablir la vérité à sa place. J'ai entendu un certain nombre de choses ici. D'ailleurs, ça fait partie de causes profondes des conflits. La vérité, c'est quoi? La vérité, parce que ce qu'il faut reconnaître, et ce qui se passe à l'est de la République et ce qui se passe à l'ouest de la République, c'est le jour et la nuit. La vérité qu'on doit commencer par rétablir si on veut vraiment la paix durable dans la partie est de la République, c'est de reconnaître que, voilà, que le Kinyarwanda est l'une des langues maternelles de la République démocratique du Congo. Ça peut faire mal aux Congolais de l'Ouest, du centre, beaucoup plus de la diaspora, mais c'est une évidence. 2. Il faut reconnaître, comme selon l'histoire qui nous enseignait avant 97, qu'il existe 5 groupes de Congolais. Le peuple congolais est composé de 5 familles, 5 blocs. Il s'agit ici des Bantous, représentant la majorité de la population congolaise. Comme nous sommes là, nous sommes tous des Bantous. Le deuxième groupe, c'est le Nilotique. On doit reconnaître que le Nilotique congolais existe. Le blanc ou le colon belge signale la présence des Nilotiques au Congo avant. Je cite, honorable président, c'est important, avant, donc vers 15e siècle comme ça, dans les espaces devenus aujourd'hui le Congo, il y a également le Pygmée, il y a également les Soudanites, mais aussi le Métis congolais. Voilà, nous devons nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses, mais aussi le fédéralisme. Comme l'a proposé, l'a dit ici l'écrivain, moi également, je suis écrivain, bientôt je vais produire mon ouvrage. Je propose également le fédéralisme. C'est le plus important pour établir le partage équitable des ressources. Monsieur le Président, il y en a tellement. Ce sujet peut faire peut-être une question de thèse. J'essaie un peu de résumer. Et je chute en disant ceci, il n'y a que des conceptions de la paix. La conception belliqueuse de la paix, ça veut dire qui veut la paix la prépare à travers l'armée loyaliste et les forces armées loyalistes. Il faut armer l'armée et il faut mettre des moyens, donner des moyens suffisants à l'armée. Pas à travers le mercenaire, encore moins les forces armées étrangères, mais il faut à travers l'armée. Mais le deuxième ou la deuxième conception de la paix, c'est ce qu'on appelle la conception idéaliste de la paix. C'est compter sur la diplomatie, sur la grande puissance, sur la prière, comme on voit ici. Cher Président, membres du bureau et chers camarades, tous ceux qui nous suivent, je dis merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gladys. Veuillez prendre place. On va prendre 3 questions pour vous. Vous reviendrez donc une fois pour toutes pour clôturer. Nous accordons la parole à l'honorable exaucé. Pour sa question, l'honorable Enoch se prépare à ce sujet. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires. La déclaration de principe sous la médiation du Qatar semble consacrer l'impunité pour promouvoir justement la paix, c'est-à-dire que les auteurs des massacres à l'est de la République démocratique du Congo ne peuvent être inquiétés par la justice afin de promouvoir ou de mettre en place des mécanismes forts afin de préserver les processus de paix et en quelque sorte aussi au nom de la réconciliation. Alors, qu'en dites-vous par rapport à cette thèse, de cette déclaration qui semble promouvoir l'impunité, c'est-à-dire les auteurs des massacres à l'est de la République ne peuvent être inquiétés par la justice? J'ai dit honorable président. Merci beaucoup, honorable exaucé. Honorable Enoch, pour votre question. Merci, honorable président, pour l'octroi de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau et chers collègues, je salue en passant la pertinente intervention de l'invité du jour. Alors, j'ai plusieurs inquiétudes par rapport à l'analyse qui a été faite ici. Nous analysons la justice transitionnelle et nous sommes en pleine crise. Et quel serait le rôle de cette justice transitionnelle dans la résolution de la crise congolaise? Mais en vous entendant parler, nullement vous avez proposé des pistes et des solutions qui pourront aider la République démocratique du Congo à user de la justice transitionnelle comme un mécanisme qui peut aider la République démocratique du Congo à résoudre la crise. Parce que tous les processus, jusqu'à preuve du contraire,
ne mettent pas en exergue la notion de la victime de la crise. Parce que vous avez les processus de Washington, on ne parle pas des victimes. Nous sommes à Doha, nullement il n'est évoqué la place des victimes dans la crise. Est-ce que pensez-vous, première question, qu'il y a nécessité que l'on puisse créer un tribunal pénal international de la République démocratique du Congo où il faudrait juger tous les acteurs majeurs qui ont participé à la dégradation de la paix en République démocratique du Congo? Parce que depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'il y a de guerre, il y a toujours l'amnistie qui intervient pour laver tous ceux qui créent la crise et ils deviennent des acteurs politiques majeurs du pays. C'est comme une sorte de cercle vicieux. Vous êtes rebelle hier, vous partez au dialogue, vous négociez, on vous donne l'amnistie, vous devenez ministre et lorsque vos intérêts ne sont plus préservés, vous rentrez à la rébellion. Et en fin de compte, honorable président, s'agissant de l'un des piliers de la justice transitionnelle qui est la vérité, pensez-vous que le processus de Doha pourra-t-il aider la République démocratique du Congo à accoucher la vérité suite aux causes profondes de notre crise, ou soit les pactes sociaux seraient le meilleur processus qui nous permettra au niveau interne de discuter et de nous dire des vérités sur les problèmes du Congo? J'ai dit honorable président. Merci beaucoup, honorable Lénac. La dernière question, peut-être celle que je veux vous adresser, c'est que vous venez d'évoquer qu'il faut mettre tout le monde à la table de décision. Vous citez Joseph Kabila, vous êtes sans ignorer que hier, s'est ouvert le procès contre Joseph Kabila. Oui, vous pouvez prendre place à la tribune déjà. Hier s'est ouvert le procès contre Joseph Kabila, le procès qui lui est pris par défaut parce qu'il est complice de l'AFC M23. Il est poursuivi par la justice pour haute trahison et complicité à la rébellion. Comment voudriez-vous que quelqu'un que la justice congolaise poursuit? Vous voulez qu'il soit à la table des négociations? Pour faire quoi? Quel pourrait être son rôle dans un contexte aussi tendu que celui-là? Voilà, vous avez la parole pour rencontrer rapidement ces préoccupations. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable. Oui, d'abord, comme je venais à peine de dire, la déclaration des principes, ça donc je réponds à la question de l'honorable rapporteur. La déclaration des principes n'est pas un accord. Donc jusque-là, on n'a pas encore discuté. Jusque-là, on n'a pas encore traité les questions de fond. Donc les deux groupes ou les deux partis se sont juste mis d'accord sur un certain nombre de choses, de ce qu'ils vont peut-être discuter à fond dans l'accord ou de ce qu'ils sont convenus qu'ils vont entreprendre des négociations bientôt là. Nous pensons ceci, que ce n'est pas suffisant de négocier donc seulement en deux groupes, entre le gouvernement et le rebelle de l'AFC M23. C'est important d'ouvrir le champ, d'intégrer toutes les parties prenantes dans cette affaire, donc dans la crise. Tout le monde doit être dedans. Et tous les acteurs, en commençant par les acteurs majeurs, donc en ce qui concerne la politique, les professionnels de la politique, mais aussi nous, les animateurs de la société civile, parce que les politiciens eux-mêmes ne se mettront jamais d'accord. La déclaration où je venais à peine de dire ici, les dialogues que nous prenons, les dialogues nationaux inclusifs ne doivent pas être une opportunité, ne doivent pas être considérés comme une opportunité pour laver ou encourager l'impunité. Non, la justice est transitionnelle, sa mission principale c'est d'exclure, de mettre terme à l'impunité. Moi je pense, à mon humble avis, que les dialogues là que nous prenons, inclusifs bien sûr, doit être plutôt un moyen pour établir de responsabilités. Et nous devons nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Par exemple, tous ceux qui ont pris les armes contre la République, on les appelle les auteurs intellectuels par exemple, de la crise aujourd'hui, ne doivent pas intégrer nos institutions. Encore mieux, l'armée. On doit se mettre d'accord, pas de manière isolée, dans les dialogues, à travers ces dialogues-là, c'est comme ça. Et nous proposons ceci pour dissuader une fois pour toutes cette affaire de rébellion. Donc, honorable président, nous attendons la convocation du dialogue. D'ailleurs, nous encourageons le président de la République à convoquer le plus vite possible le dialogue national inclusif pour épargner des vies humaines. Les enfants de Goma, les enfants de Kivu meurent tous les jours. Alors nous allons apporter en tant que société civile sur la table des négociations une proposition de loi qu'on appelle loi crime.
portant exécution de la peine capitale à ces 5 types de crimes. Le premier crime que nous, on veut faire dans ce pays, introduire comme crime, c'est le crime de trahison. Ça veut dire le fait de prendre les armes contre la République. Ça doit être considéré comme un crime. Ça, déjà privé. Non, ce n'est pas prévu. Non, ce n'est pas de cette façon-là. Vous prenez les armes aujourd'hui. La particularité, c'est que le crime de trahison, vous vous rébellez, vous prenez les armes contre la République, on vous retire la nationalité congolaise d'origine. Ce qui n'est pas prévu aujourd'hui. On vous retire la nationalité congolaise d'origine. Non, vous devenez apatride, non? Ce n'est pas notre problème. Vous attaquez parce que... Je vais essayer un peu de clarifier une chose, Président. Il y a une différence entre la rébellion, le terrorisme et l'agression. Je m'explique. Parce que je suis politologue, il faut quand même aider les gens. La rébellion est un groupe armé en caractère national, une affaire des enfants du pays, avec ou implication étrangère, avec 4 caractéristiques principales. La première caractéristique de la rébellion, c'est que la rébellion cherche à renverser le pouvoir en place. La rébellion a des revendications clairement définies. La rébellion conquit des territoires et administre. La rébellion réclame les dialogues. Quand la communauté internationale voit les choses, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Vous ici, quand vous dites autre chose, l'homme blanc qui a créé le concept, il se cache derrière le concept. Ça, c'est la rébellion. Le terrorisme était une forme de groupe armé étranger, contrairement à la rébellion qui est un groupe armé à caractère national. Le terrorisme est un groupe armé étranger qui a pour mission de saboter tout simplement les actions du gouvernement. Les terroristes s'apprennent ou s'attaquent à la population. Les terroristes n'ont pas de revendications clairement définies. Les terroristes ont un mode opératoire. Quand on parle des ADF par exemple, ils ont égorgé, je ne sais pas, 10 ou 3 personnes parce qu'ils ont un mode opératoire. Tandis que l'agression, on parle de l'agression lorsqu'il y a la guerre, Monsieur le Président. Et la guerre est définie en relation internationale comme un conflit international entre des armées, des gouvernements et des états-majors. Et c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui déclare que tel pays est agressé par tel pays. Ce n'est pas à vous qui vous dites agressé, vous vous déclarez que vous êtes agressé. Non. L'agression est ouverte et officielle aux yeux et aussi de tout le monde. Là où les territoires conquis par l'agresseur, on érige les drapeaux de ce pays-là. Et l'objectif de l'agression, c'est de conquérir les terres d'autrui pour les rattacher à leurs terres. Voilà. Mais ici, chez nous, on a une crise de concepts, on emballe tout, et la société, le professionnel de la politique, et la société civile, et les intellectuels. Nous tous, on est emballés dans des choses comme ça. C'est comme ça la communauté internationale ne sait pas quand même nous aider. Pourquoi on les a renvoyés à Doha? Parce qu'ils considèrent les grandes puissances, pour dire la communauté internationale, considère que c'est une rébellion pendant que nous voyons l'agression. Alors, c'est pourquoi nous prenons, c'est plus qu'important de nous mettre ensemble pour parler, pas pour blanchir les gens, mais pour établir plutôt de responsabilités. Piste de solutions pour aider les victimes. Oui, je suis d'accord avec vous, honorable Enoch, je pense qu'effectivement, il faut établir un parquet, comme un tribunal spécial international, comme le propose toujours le prix Nobel, donc Denis Mukwege. Je suis parfaitement d'accord. Mais aussi, à travers les dialogues, il faut nous mettre d'accord que si jamais le gouvernement d'union nationale est mis en place, les auteurs intellectuels de tout ce massacre ne doivent pas se retrouver, ne doivent pas entrer dans nos institutions. Pourquoi les gens recourent facilement aux armes, honorable Enoch? C'est parce que 87% des dirigeants congolais, de ceux qui sont dans les institutions aujourd'hui, ce sont ceux-là qui ont attaqué les pays par des rébellions. Ils sont tous ici des groupes armés. Voilà pourquoi les gens pensent que c'est le chemin facile. Et pour dissuader cette façon de voir les choses, il faut, honorable président, que la rébellion soit considérée comme un crime de trahison. Je donne le deuxième crime parce que j'avais dit c'est 5, permettez président. Le deuxième crime ici, c'est le crime de haine, le message de haine. Ça doit être considéré comme le crime. On doit arrêter avec cette affaire de débat des nationalités qui manque de la hauteur. Dans ce pays, on ne fait que parler débat des nationalités qui fragilise la cohésion nationale. Ça doit être considéré comme un crime. Les discours de haine, oh voilà, ça ce sont les Kinyarwandais, une langue rwandaise, ce sont les étrangers. Vous ignorez tout simplement l'histoire. Parce qu'à Goma, je vous informe, dans les 7 territoires qui composent la province du Nord Kivu, 4 territoires s'expriment à Kinyarwanda. Ces gens-là ne sont pas des Congolais. Des rwandophones ne sont pas à confondre avec des Rwandais. Ce
Ce sont des vrais Congolais comme vous et moi, mais leur langue maternelle, c'est le Kinyarwanda. Alors, on va continuer à les rejeter comme ça? Non. Les crimes de haine doivent être considérés comme un crime passible à la peine capitale. Les crimes de détournement honorable, il faut que tous les détournés, on avait déjà dit ça une fois à Constant Moutamba, que voilà, quand il était à Goma, qu'on l'a proposé, il faut étendre la peine de mort jusqu'au détourneur. L'idée vient de nous. Il sera lui-même condamné à mort, paraît-il. Effectivement, nous encourageons parce qu'il nous a trahis. Il nous a trahis, il nous a décis. Nous, la jeunesse est censée et avisée. Il doit être non seulement condamné, on doit tout saisir. Il faut, Constant Moutamba, s'il est reconnu coupable de détournement, il mérite la pendaison. Et les crimes et les corruptions, selon le rapport documenté de l'agence de prévention de lutte contre la corruption, appelle ces agences rattachées à la présidence, le secteur le plus pollué de la corruption en RDC, c'est le secteur de la police, des forces de l'ordre. Vous imaginez? Donc, il faut que la corruption soit considérée comme un crime pour dissuader afin de provoquer le développement durable. Kabila, comme vous l'avez dit. Mais Monsieur le Président, je chute en disant, ne nous volons pas la face. Oui, c'est aujourd'hui, comme la haute cour militaire vient de commencer un procès contre Kabila. Moi, j'attends d'ici pour voir comment il sera condamné. Mais jusque-là, et ce qu'il fait, s'il est impliqué directement ou indirectement, chose que je n'encourage pas, mais il faut reconnaître que Joseph Kabila Kabange fut président de la République de ce pays pendant 18 ans. Il en a l'expérience, c'est un acteur majeur. Si on veut vraiment résoudre le conflit... Ça justifie qu'il soutienne une rébellion? Non, ça ne justifie pas. C'est chose que je ne peux pas le faire. Je ne le soutiens pas. Je dis tout simplement, au nom de la cohésion nationale, le dialogue qu'on veut, ça doit être un dialogue inclusif. Kabila doit être là. Parce Est-ce que c'est inclus? Prenons l'hypothèse, parce que vous parlez de la justice transitionnelle. Prenons l'hypothèse que la justice arrive à prouver que Kabila a un lien avec la FCM23. Est-ce qu'au nom du dialogue que vous prenez, il doit se retrouver à la table des discussions? Alors, comme l'a souligné ici honorable Enoch, je pense, Corneille Nanga, le coordonnateur si c'est de la FCM23, est condamné par la justice congolaise. Et pourtant, ils sont en négociation à Doha. Si on doit discuter, dialoguer, négocier avec Nanga, pourquoi on ne doit pas discuter avec toutes les parties prenantes? Moi, je ne tiens pas seulement pour Kabila. Moi, je souligne que le dialogue doit être inclusif. Tout le monde doit prendre part dans ces dialogues-là, honorable président. Et Kabila, et Nanga, et Fayulu, et Setskikouni, tous ceux qui sont dehors, Moïse Katumbi, et tout le monde, tous les acteurs principaux, mais aussi nous, la société civile, c'est ce que nous proposons parce que nous pensons, si nous nous mettons d'accord sur un certain nombre de choses, nous arrêtons avec les débats des nationalités qui manquent de la hauteur, nous acceptons mutuellement, alors la paix sera quelque chose de vrai et ça sera vraiment une paix durable, j'ai dit. Merci beaucoup, M. Gladys. Merci de nous avoir entretenus sur ces sujets. Merci à tous les parlementaires ici présents. Merci à vous tous qui nous suivez de la diaspora à travers le monde. En RDC, merci de continuer à soutenir votre programme. Et nous vous disons à très bientôt. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Oui, merci honorable président. Nous libérons d'abord les membres du bureau et ensuite les invités et après les honorables parlementaires. Merci beaucoup.